Le raisonnement par l'absurde des bienfaits du colonialisme. Je suis tombé sur une vidéo où un partisan du colonialisme à la française, très certainement un descendant de pieds noirs, qui a reçu tout ce discours justificateur de la colonisation, qui disait oui, mais grâce à la colonisation française, il y a eu des millions de gens et des millions d'autochtones qui ont pu avoir qui ont travaillé et qui ont pu avoir des emplois. Mais le raisonnement par l'absurde, à quel moment les Algériens précoloniaux, c'est-à-dire les Algériens de la régence d'Alger, du Dey d'Alger, étaient demandeurs d'emploi. Tout ce raisonnement, en fait, on trouve tout un tas de raisonnements de ce genre, de la justification des bienfaits de la colonisation. Donc, dans le même ordre d'esprit, et ça vient de la pensée, ce qu'on appelle la pensée, c'est pas la pensée rationaliste, j'arrive pas à le trouver, ça vient utilitariste, voilà. Ça vient d'un type de pensée qui s'appelle l'utilitarisme, qui dit que si on arrive à faire du bien à un nombre important de gens, ça peut justifier le mal ou le dégât qu'on puisse faire, c'est-à-dire sur des sociétés, sur l'environnement, etc. Et c'est ça qui régit le fonctionnement des sociétés occidentales par rapport au reste du monde. Elles disent comme on arrive à produire quand même un certain progrès pour une partie de la planète, on peut très bien avoir des dommages collatéraux pour l'ensemble de la planète. Donc, ce type de raisonnement par l'absurde, on pourrait l'invoquer et dire, voilà, vu qu'on vous a construit un hôpital, on peut tuer 90% de la population, l'hôpital servira pour 100% de nos colons, et puis servira à 10% des personnes qui vont rester qu'on n'aura pas tuées. Et donc, nous allons déclarer les bienfaits de la colonisation. Donc, c'est un raisonnement par l'absurde par lequel on peut opposer un autre raisonnement par l'absurde. Et puis, voilà, on voit que dans les justifications de la colonisation, on a tout un tas de choses aujourd'hui qui dérivent. C'est-à-dire que dans les débats qu'il y a aujourd'hui avec Retailleau, notamment sur l'Algérie, qui voudrait dire que aujourd'hui on pourrait se laver les mains de la relation avec l'Algérie puisque c'était dans le passé, ce qui est faux. Les relations économiques la puissance dominante du monde occidental par rapport au reste du monde, c'est toujours dans le présent. Les guerres menées par l'Occident par rapport au reste du monde, c'est toujours dans le présent. Ok, d'accord, avec l'Algérie, il n'y a pas de guerre menée récemment, mais la guerre décoloniale est encore très fraîche. Et donc, aujourd'hui, ça serait fallacieux de dire que... Alors, simplement aussi pour une bonne raison, c'est que c'est facile de dire on s'en lave les mains aujourd'hui tant qu'on n'a pas changé de système. C'est-à-dire que les privilèges qui ont été acquis au moment de la colonisation, et c'est ça et j'ai déjà fait des vidéos sur la question, hein, on a imposé un modèle économique, dans ce modèle économique, il y avait des acteurs financiers, des banquiers, des industriels qui avaient la même mise sur les outils de production, qui ont fait table rase des économies locales, qui avaient leur système de production, leur savoir, et que vous connaissez tous, c'est de l'artisanat, des réseaux commerciaux, des manufactures, en Inde notamment, et dans tout l'Empire ottoman, et dans la régence d'Alger, des manufactures de toutes sortes de choses, de biens militaires bien évidemment, mais aussi de biens d'équipement, de poterie, enfin voilà, toutes sortes de choses qui s'échangeaient aussi au niveau commercialement. Et puis tout un réseau de distribution agricole, puisque l'Algérie était le grenier à blé, notamment de l'Empire romain, mais aussi a servi à nourrir la France post-révolutionnaire, puisqu'elle s'est retrouvée dans la famine à maintes reprises, et que ça a été une des justifications de l'invasion de l'Algérie, tout comme Napoléon Bonaparte a envahi l'Égypte pour sécuriser son alimentation, son approvisionnement en blé en provenance d'Égypte, puisque l'Égypte était un gros producteur de blé, beaucoup plus que ce qu'avait besoin sa population finalement, et qui n'était que de 5 millions d'habitants. Et alors que la France avait 20 millions d'habitants, donc déjà on a un rapport démographique entre les deux espaces. Et donc voilà, je cherche là où je veux en venir dans cette chose-là. Mais donc voilà, on a des clés économiques de base, des privilèges qui ont été instaurés ou qui ont été placés petit à petit au XVIIIe, au XIXe siècle,
et qui font qu'aujourd'hui, non, on ne peut pas dire juste, ben, c'est bon, c'est du passé, ce qui s'est passé. Non, tant que nous n'aurons pas changé de système économique et qu'il n'y aura pas un partage de valeur, la partage de la valeur scientifique, c'est-à-dire le partage des brevets, l'ouverture du savoir, l'arrêt de ce système prédateur qui nous mène vers l'effondrement puisqu'il ne tient pas compte de l'état et des stocks des ressources, qui nous revient en boomerang sur notre système et qui va faire qu'on n'aura pas la capacité à gérer autant de populations, à approvisionner autant de populations. Et donc, on se retrouve face à un gros dilemme. Mais donc, nous ne pouvons pas faire table rase juste en disant, ben voilà, c'est du passé, ce qui s'est passé, alors que les classes, comme je vous l'ai dit, donc les classes financières, les banquiers, les industriels, se sont assurés que leur système économique remplace tous les autres systèmes économiques et que les seuls pays qui ont réussi à s'en sortir in extremis sont ceux qui étaient le plus éloignés, comme par exemple le Japon, comme le Siam, qui avaient des structures économiques qui pouvaient s'adapter, encore qui pouvaient être proches aux exigences du moment, attention, je le rappelle bien, les exigences du 19e siècle, et donc qui étaient suffisamment éloignés pour ne pas avoir à être écrasés par le poids de cette expansion européenne de cette époque. L'Algérie, malheureusement, elle est juste en dessous de l'Europe, et donc elle n'a pas résisté à cette invasion, de plus qu'il y avait une volonté d'installer une domination sur la Méditerranée, et que ben donc pour ça il fallait faire table rase de tous les concurrents, et l'Algérie était la première puissance navale, ou une des premières puissances navales de la Méditerranée, avec le Deylika de Tunis également, c'est-à-dire la régence de Tunis et la régence de Tripoli. Et donc il fallait absolument effacer toute concurrence. Alors évidemment, on ne va pas revenir sur des histoires d'il y a 200 ou 300 ans, c'est vrai, moi j'invite à ne pas le faire, parce que tout le monde a des responsabilités, tout le monde devait faire des guerres. Maintenant, ce qu'on reproche souvent à l'Algérie, qui a été une des justifications de l'invasion coloniale, ça a été la piraterie, sauf qu'en réalité, la piraterie, elle était menée par tous les pays de la Méditerranée, pratiquement tous les pays puissants en tout cas. Elle était menée par la France, elle était menée par l'Espagne, et ce n'était pas de la piraterie, c'était de la course. Et donc l'Algérie était menée de la course, la Tunisie, la régence de Tunis menait la course, la régence de Tripoli menait la course. Et la course consistait à équiper militairement des bateaux, ou des bateaux autour qui entouraient les échanges commerciaux, et qui faisait que eh bien c'était une espèce de comment on appelle ça, bodyguard. C'était un bodyguard maritime qui s'opérait sur la Méditerranée, mais qui aussi affaiblissait les concurrents sur la Méditerranée, soit en prélevant directement leurs bateaux, etc. Et c'est pareil pour les rapts de personnes contre rançon, qu'on a qualifié à tort d'esclavage blanc, ce qui est complètement absurde, puisqu'il n'y avait pas cette notion en Méditerranée de blanc, pas blanc. Les gens ont pratiquement la même couleur sur tout le pourtour méditerranéen, donc il n'y a jamais eu cette notion de blanc ou pas blanc autour de la Méditerranée. Ça, c'est vraiment une invention de l'extrême droite actuelle, de Pegida, de tous ces courants d'extrême droite qui ne sont basés que sur de l'ignorance et pas sur du savoir. Et du coup, tout le monde pratiquait la même chose. Donc voilà, c'est encore un autre argument fallacieux, cette histoire de colonisation à cause d'une soi-disant piraterie, alors que ce n'est pas la piraterie, c'est de la course, qui avait des règles qui étaient encadrées, etc., etc., et que tout le monde faisait. Donc voilà, en termes de justification, donc bidon, on peut l'écarter, c'est de la justification pied noir, la justification coloniale. Alors pied noir, certains victimes en partie, etc., ils ne sont pas responsables du discours qu'on leur a insufflé, mais aussi ont participé et ont construit ce discours eux-mêmes. Donc voilà, c'est quelque chose de multilatéral au niveau de la construction de ces justifications. Et puis ben, après, ne tenant pas compte que tous les privilèges économiques et tous les savoirs scientifiques ont été verrouillés par les brevets, donc des mécanismes aussi d'accumulation de la richesse. Les autres pays n'avaient pas les clés, les pays qui voulaient Alors il faut voir que l'Algérie n'a eu que ses clés en 1962. D'autres pays ont conservé leurs clés, ça a été le cas de l'Iran, ça a été le cas de la Thaïlande, donc ils n'ont pas connu cette phase vraiment de privation des moyens de production, de privation des capacités financières, d'investissement, d'expression de leur classe commerçante, de leur classe bourgeoise, s'il faut raisonner comme ça, parce que c'est le modèle occidental. Il faut absolument aujourd'hui sortir de ce modèle qui est infâme pour toute la planète, et on doit laisser réexprimer toutes sortes de modèles et de solutions locales et d'organisation
du trajet d'aujourd'hui jusqu'au trajet de demain pour toutes les populations qui décident de faire autrement. Et ce qui va être une bouffée d'oxygène et un possible marche arrière sur le fonctionnement désastreux qu'a ce modèle-là par rapport à la planète et puis par rapport à la pauvreté, etc. Je rappelle encore une fois, pour terminer, que tout ce qui existe à l'heure actuelle n'a aucune justification. On est capable de nourrir toute la planète, on est capable de donner un emploi à tout le monde, on est capable de donner de bonnes conditions de vie à tout le monde. Il faut seulement peut-être revoir notre modèle de consommation, notre modèle, notre rapport aux objets, à la consommation, au plaisir, au loisir, etc. Pour au contraire avoir une vie plus épanouie et pas la vie hypnotisée par le capitalisme tel qu'il le veut, tel qu'il veut que ce qu'on consomme, ce qu'il veut qu'on conçoive comme plaisir, etc. Donc c'était ma conclusion. Des pays comme l'Algérie n'ont toujours pas les clés, même si aujourd'hui l'Algérie est un pays qui se développe à très grande vitesse. Les pays comme l'Algérie n'ont toujours pas les clés, parce que ces clés-là, ce sont juste des privilèges qui sont toujours aux mains des pays riches. Et seuls quelques pays comme la Chine et tout ça le font, mais à marche forcée, avec beaucoup de critiques de la part de l'Occident, beaucoup d'intox, beaucoup de fantasmes, parce que l'Occident ne marche vraiment que sur de l'intox et du fantasme, et a le culot encore d'imaginer que c'est les autres qui font des intox. Voilà, merci.